le hameau de Bernistap aux confins des Ardennes. C'est ici qu'au début du XIXe siècle, Guillaume Ier, roi des Pays-Bas, a fait creuser un canal et un souterrain qui devaient permettre aux bateaux de franchir la crête ardennaise. Une entreprise pharaonique qui envisageait de réunir pour la première fois deux grands fleuves, le Rhin et la Meuse, via la Moselle et l'Ourthe. Archéologue de formation, Géry de Pierrepont s'est véritablement passionné pour l'étonnante histoire du canal de Bernistap. Voilà, on y est. Nous sommes sur la crête des Ardennes, à l'emplacement le plus élevé du parcours du canal, 500 mètres au-dessus du niveau de la mer. C'est ce qu'on appelle aussi la ligne de partage des eaux, avec à ma droite le bassin de la Meuse, à ma gauche le bassin de la Moselle et du Rhin. Alors ne cherchez pas de canal, il est tout en profondeur sous nos pieds, puisque c'est ici qu'on a installé le souterrain qui allait relier la source des deux rivières à canaliser. Au début du XIXe siècle, l'Europe entre dans l'ère industrielle. Très vite, le développement des voies navigables s'avère indispensable pour le transport des matières premières et des marchandises. L'entreprise du canal de Bernistap est colossale. Il s'agit de relier à partir de Liège la Meuse au Rhin en canalisant le cours de l'Ourthe, puis celui de la Moselle sur plus de 300 km. Pour réaliser la liaison entre le bassin de la Meuse et celui du Rhin, il faut creuser un souterrain sous la crête ardennaise entre Bernistap et Hoffelt, au Grand-Duché de Luxembourg. Nous sommes à Bernistap. Pour se rendre compte de l'ampleur du chantier, Géry de Pierrepont nous emmène jusqu'à l'entrée de ce fameux souterrain. Pour y accéder, il faut suivre ce canal creusé par la main de l'homme. À chaque fois que je viens ici, je suis séduit par ce site qui est magique presque. Il y a une espèce de confrontation incroyable entre tout ce qui s'est passé ici il y a 180 ans et puis cette végétation folle qui a repris le site, qui a réenvahi les lieux. Le paysage a gardé pas mal de traces. Ce chemin de halage sur lequel je marche permettait de haler les embarcations sur cette partie-ci du parcours. On voit très clairement quand on pénètre dans la vallée que la tranchée s'enfonce de plus en plus dans la roche à la rencontre du souterrain. Elle fait plus d'1 kilomètre de long et elle descend de 13 mètres environ sous la surface du sol. Voilà. On a un peu de difficulté à imaginer l'ampleur de ce tunnel aujourd'hui. Il faisait en réalité 5 mètres de haut sur 3,5 mètres de large. C'est ici que les bateaux allaient plonger dans le cœur de la roche jusqu'à l'autre côté de la crête. Le souterrain devait faire 2,5 km de long. Les travaux de percement débutent des deux côtés à la fois. La roche cédant au rythme d'environ 1 mètre par jour, on décide de creuser des puits verticaux pour accélérer la progression des travaux qui devaient durer 5 ans.
l'entrée du souterrain de Bernistap. Il livrait le passage pendant les travaux à des centaines d'ouvriers, des hommes, des femmes, des enfants, qui portaient ces tonnes de gravats qu'on a extraits du fond du boyau. Il y avait aussi, bien sûr, des rocteurs, ceux qui allaient entailler la roche là dans le fond. Puis des charpentiers pour soutenir tout l'édifice qui venait d'être excavé. Des maçons pour murer la voûte. Beaucoup d'autres métiers aussi. Il va y avoir un incessant défilé d'hommes et de femmes au travail. Le chantier du souterrain est une des plus grosses entreprises du moment. On a ici concentré au Luxembourg un nombre impressionnant d'ouvriers qu'on est allé chercher un peu partout, à la fois bien sûr dans la région, mais beaucoup plus loin, des experts en charbonnage, des gens d'Allemagne, des gens de Luxembourg. Une concentration tout à fait inattendue ici dans cette région très rurale. Un chantier qui va drainer toute une infrastructure au niveau logistique, au niveau de l'alimentation, au niveau des matériaux de construction. On a retrouvé d'ailleurs dans les livres de compte de l'entreprise des commandes faramineuses d'outils, de briques, du jamais vu vraiment dans le coin. C'est Guillaume Ier qui a imaginé ce projet fou. En 1828, il est grand-duc du Luxembourg et souverain des Pays-Bas, qui à l'époque comprennent la Hollande, la Belgique actuelle et des colonies lointaines telles que l'Indonésie. Guillaume Ier veut tout mettre en œuvre pour accroître la prospérité de son pays. Or, à l'époque, le Luxembourg est une région défavorisée, très isolée du reste du monde. En étendant le réseau des voies navigables, le souverain hollandais désire désenclaver cette région qu'il espère riche en ressources minières. Parallèlement au chantier du souterrain de Bernistap, d'importants travaux débutent à Liège. Nous sommes ici à Liège, plus précisément à Angleur, à la jonction entre le canal de Meuse-et-Moselle et la Meuse. Au départ, l'Ourthe est une rivière un peu tumultueuse selon les saisons. C'était une rivière sauvage qui ressemblait à un torrent à certains endroits. Pour pouvoir naviguer sur le cours de l'Ourthe, il fallait protéger toutes les berges, les resserrer pour que les bateaux puissent passer. Là-dessus, vous imaginez les chemins de halage qu'il a fallu installer. Et puis toute une série d'ouvrages que nous allons maintenant découvrir ensemble tout au cours du parcours du canal. À plusieurs endroits sur le parcours, on retrouve des pierres qui parlent, qui racontent une histoire comme celle-ci. On voit vraiment la trace qu'ont laissé les cordes puis les filins de halage des bateaux qui naviguaient ici sur le canal. Pour raccourcir les 300 km de cours d'eau, les concepteurs du projet envisagent de couper certains méandres. Ils projettent aussi la construction de plus de 200 écluses pour acheter la dénivellation de 700 mètres entre Liège et le Grand-Duché du Luxembourg. La construction de barrages s'avère également indispensable pour rendre le canal navigable en toute saison.
Voici ce qui reste d'une betchette, une de ces embarcations typiques du cours de l'Ourthe jusqu'à une soixantaine d'années environ. Pour pouvoir naviguer sur le cours de l'Ourthe, éviter ces tourbillons et ces rochers, on a pris l'habitude de garnir le fond de ces bateaux d'une tôle de métal et de surélever ces deux extrémités en forme de petits becs, betchette en wallon. Étonnamment, des embarcations comme celle-ci pouvaient contenir plusieurs dizaines de tonnes de marchandises, par exemple des pierres qu'on allait chercher à Comblain pour les amener jusque dans la vallée de la Meuse. Pas facile de faire circuler ces bateaux. De temps en temps, il y avait du courant, mais souvent, on était obligé de les haler avec un cheval ou parfois avec des hommes, des femmes qui s'arc-boutaient le long de la rive pour les tirer vraiment jusqu'à l'écluse suivante. Au Héroux, près de Nadrin, on découvre l'Ourthe complètement sauvage, qui plonge, qui entaille profondément le relief ardennais. Une Ourthe qui me touche aussi parce qu'elle est justement indomptée, elle n'est pas corsetée par tous ces travaux que les hommes lui ont fait subir pour la canaliser. Et donc on retrouve l'Ourthe du projet d'origine du canal de Meuse-et-Moselle. Évidemment, quand on arrive à Taveny, on cherche la rivière, le futur canal, et là on tombe sur une petite rivière de rien du tout au milieu d'une prairie. En réalité, c'est bien la rivière qu'il va falloir canaliser jusqu'à l'entrée du souterrain. Les ingénieurs ont prévu ici toute une série d'écluses, l'une derrière l'autre, pour rattraper la pente. On est surpris aujourd'hui, mais en réalité, ça s'inscrit assez logiquement dans le plan de l'ingénieur. Nous sommes ici au château de Taveny. Le château de Taveny, c'est le quartier général de la Société du Luxembourg. Si la Société du Luxembourg concentre ses forces ici à Taveny, c'est parce que nous sommes à quelques centaines de mètres de l'endroit le plus important, le plus stratégique de tout le chantier, ce fameux tunnel, ce souterrain, comme on disait à l'époque, sous la crête des Ardennes, qui va mobiliser des centaines d'ouvriers. Quand la Société du Luxembourg décide d'acheter le château et de s'installer ici, les relations avec les riverains ne se passent pas du tout comme elle l'avait imaginé. Les propriétaires des environs ne voient pas du tout d'un bon œil l'arrivée d'un projet comme celui du canal de Meuse-et-Moselle. En réalité, ils lui sont même franchement hostiles. La société va exproprier toute une série de terres, va détourner ses ouvriers agricoles, ses saisonniers, ses bûcherons. Et la tension est palpable ici au moment où le projet se concrétise à Bernistat. Un personnage que je trouve particulièrement attachant dans toute l'aventure du canal de Meuse-et-Moselle, c'est l'ingénieur en chef des travaux, Rémy Depeuil, qui est un homme au parcours extraordinaire, comme on en avait au XIXe siècle. C'est à la fois un architecte, il a étudié à Paris, il a été militaire dans les armées de Napoléon, il a été receveur de douanes et accises au Luxembourg, et il a réalisé la canalisation de la Sambre. C'est à ce moment-là qu'il entre en contact avec le roi Guillaume et qui lui propose de faire ce grand projet de canal qui relie la Meuse à la Moselle. Il y a un élément du patrimoine qui me touche très fort, c'est quasiment le seul témoignage qu'on ait retrouvé, c'est cette tombe ici au cimetière de Taveny qui évoque voilà, le décès inopiné de Clément Salmon, le géomètre de la société. On ne sait pas grand-chose, hein, c'est comme une image qu'on a extrait du film.
On sait juste que ça s'est passé en plein pendant la période d'activité du chantier et que ses amis lui ont offert cette pierre tombale. Ses amis à Clément Salmon, géomètre de la Société du Luxembourg, décédé le 21 février 1829. J'ai fait des recherches pour essayer de voir si on pouvait en apprendre un peu plus sur la vie de Clément Salmon, savoir comment il était décédé, si c'était un accident. On peut tout imaginer. Peut-être qu'il a reçu une poutre sur la tête, peut-être qu'il a simplement eu un arrêt cardiaque. On ne saura jamais en réalité. L'histoire se referme avec une partie de son mystère. Cette borne indique que nous sommes à une frontière, la frontière entre la Belgique et le Luxembourg, frontière qui a été tracée juste après la Révolution de 1830. Et l'incertitude politique à l'époque va expliquer pourquoi on a arrêté les travaux ici au chantier de Buret, alors que le souterrain qui est sous nos pieds était déjà fort avancé, tant du côté belge que du côté luxembourgeois. À différents endroits dans le paysage, on découvre des amoncellements insolites de déblais qui ont été extraits du fond de la terre, du fond de la tranchée, comme ici à Hoffelt, côté luxembourgeois. La tranchée du canal à Hoffelt du côté luxembourgeois, juste après la traversée du sommet des Ardennes. C'est ici que les bateaux auraient dû redescendre vers le cours de la Moselle. Du côté luxembourgeois, les travaux n'ont pas beaucoup avancé. En réalité, on aurait dû avoir des écluses, des ponts, des ouvrages d'art comme du côté belge. Mais en réalité, ils ne verront jamais le jour. C'est ici que s'arrête le rêve de Guillaume.